Bien, donc, pendant que Mathieu Vernet s'installe au pupitre, je vais le présenter. Il est l'auteur, entre autres choses, d'une thèse sur Proust et Baudelaire, sur la mémoire et l'oubli de Baudelaire dans l'œuvre de Proust. Nous avons collaboré ensemble sur l'édition des essais. Il a assuré l'édition du dossier du Contre Sainte-Beuve, et puis nous avons édité ensemble Pastiche et Mélange. Et j'en profite pour rappeler, parce que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, c'est important, que Francesca Lorandini a eu l'occasion de très bien connaître ce volume, puisqu'elle a contribué à l'index du volume, ce qui n'est pas une mince affaire et qui est un gros travail collectif, mais dans lequel elle a joué un rôle important. Mathieu a également édité le cahier 7 dans la grande entreprise collective d'édition des cahiers, et il est le maître d'œuvre de la nouvelle édition de la recherche du temps perdu dans le livre de poche, dont il a édité plus spécifiquement le premier tome du côté de chez Swann, et puis donc Un amour de Swann, et dont il éditera également le dernier. Oui. Pour finir par son portrait institutionnel, il est maître de conférence à Sorbonne Université. Son intervention a pour titre Proust et ses éditeurs, et je lui donne donc la parole. Merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Se pencher sur les relations que Proust eut avec les éditeurs, qu'il travailla ou non avec eux, qu'il ait connus directement ou non, amène certes à ouvrir un dossier complexe et profus, dans lequel se révèlent des enjeux de pouvoir, de position au champ du champ littéraire, des questions de personnes, des questions de personnalité, des problèmes éditoriaux, des plus triviaux, allant de la taille des caractères au nombre de lignes par page, mais aussi des questionnements esthétiques majeurs. Mais c'est ouvrir aussi un dossier où, une fois n'est pas coutume, le lecteur de Proust non seulement ne s'ennuie pas, mais rit aussi beaucoup, happé par des lettres, aux tours parfois contournés, pour ne pas dire délirants. C'est la première fois que je suis amené à travailler sur un sujet à proprement parler biographique, délaissant la recherche du temps perdu pour faire un pas de côté et me poser des questions qui ont trait à l'homme, à sa personne, à m'interroger sur sa sincérité, ses doutes, ses manies et ses ambitions. L'exercice ne m'a pas toujours paru facile, car la tentation de l'analyse psychologique menace souvent l'interprétation de ces échanges. J'ai essayé de m'en garder. Les rapports que Proust entretint avec ses éditeurs sont de fait très riches et couvrent une période très longue, depuis les premières parutions en revue, au début des années 1890, jusqu'à 1927, certes après sa mort, mais avec la parution du Temps retrouvé par les bons soins de son frère, Robert Proust. Ce sont donc presque 30 années, au cours desquelles les enjeux et les personnes ont considérablement évolué. J'ai décidé aujourd'hui d'en réduire l'étude à la seule question qui nous occupe à l'occasion de ce colloque, et de voir, sur la période de la rédaction de la recherche du temps perdu, c'est-à-dire plus ou moins de 1908 à 1922, ce que nous disent les échanges de Proust avec le monde de l'édition, sur sa manière de se voir écrivain, et comment ces rapports éclairent son évolution, mais aussi la prise de conscience de son art. Nous suivrons 3 moments, 1909, 1912 et 1916-1921. Remontons donc au premier contact pris avec les éditeurs au moment de la rédaction de Contre Sainte-Beuve. Cette période de rédaction est intense et court sur le premier semestre de 1909. Proust noircit alors une dizaine de cahiers de brouillon avant de s'engager dans une campagne de mise au net et de réécriture au cours de l'été. La matière romanesque prend forme avec Combray, dont les traits principaux s'esquissent et la structure se dessine. C'est alors qu'il prend contact, sans doute prématurément, avec Alfred Valette, le directeur du Mercure de France.
Proust s'était déjà rapproché de lui, mais en vain, une année auparavant, au cours du printemps de 1908, pour lui demander de publier les pastiches qu'il avait donnés au Figaro sur l'affaire Lemoine en février et mars. De cette tentative de publication en 1908, que Proust mena également auprès de Fasquelle et de Calment-Lévy, nous ne savons pas grand-chose, les lettres ne nous étant pas parvenues. Il revient donc à la charge, un an plus tard, au mois d'août, à la faveur des premiers textes sur Sainte-Beuve. Ce n'est pas par goût naturel, par une sorte de génie, que je viens vous ennuyer si souvent. Donc c'est une lettre à Alfred Valette. Croyez que c'est sans joie que je pense que je vous tourmente, et le souvenir des derniers échecs subis auprès de vous ne me donne pas beaucoup de courage pour suppléer à l'allégresse native. Et ceci dit, bien entendu, je viens vous ennuyer. Sans cela, ce n'eût pas été la peine de le dire. Je termine un livre qui, malgré son titre provisoire, Contre Sainte-Beuve... Alors, pardonnez-moi, j'ai écrit CSB. Ce n'est pas Proust qui écrit CSB. C'est une mauvaise manie. Donc, Proust n'avait pas encore la passion des acronymes. Contre Sainte-Beuve, Souvenir d'une matinée, est un véritable roman, un roman extrêmement impudique en certaines parties. Un des principaux personnages est un homosexuel, et ceci, je compte que, tout à fait à la lettre, vous m'en garderez le secret. Proust expose ensuite la manière dont il voudrait être publié, c'est-à-dire d'abord en revue, de manière hebdomadaire, dans le Mercure de France, puis le tout repris en un seul volume, 3 mois plus tard, avec un passage inédit ajouté à cela, qui porte sur la conversation sur Sainte-Beuve. Il récapitule ainsi son propos à la fin de la lettre. Donc, pour me résumer, consentiriez-vous à me donner à partir du 1er au 15 octobre, 30 ou plus, ce qui serait bien mieux, pages d'un Mercure dans tous les numéros jusqu'à janvier, ce qui ferait à peu près 250 ou 300 pages de volume. La partie roman aurait ainsi paru. Resterait la longue causerie sur Sainte-Beuve, la critique, etc., qui ne paraîtrait que dans le volume, lequel aurait à peu près la longueur de la double maîtresse, 425 pages, et paraîtrait chez vous si vous le vouliez. Si cela pouvait être à mes frais, c'est ce que j'aimerais le mieux, avec permission octroyée par vous de choisir mon passe-pied, organiser ma publicité, etc. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. Le mot « condition » est d'ailleurs assez comique, puisqu'il s'agit d'une chose que je désire et que vous ne désirez pas, et que vous ne ferez que par gentillesse si vous la faites. La demande a le mérite d'être précise, franche, mais pêche aussi par une certaine forme de maladresse. Par ailleurs, et quoi que Proust en dise, son livre est encore très loin d'être terminé. Si Proust s'est mis incontestablement à l'écriture, il n'y a pas de doute, il est loin d'avoir à ce moment-là un ensemble cohérent qui se tienne, et son matériau se résume encore à des fragments ou des morceaux narratifs et romanesques qui ne sont pas encore ficelés ensemble. La trame est encore bien lâche. Il se montre tout aussi présomptueux auprès de Geneviève Strauss, à qui il écrit exactement au même moment, je cite, « Je viens de commencer et de finir tout un long livre », puis annonce songer à une parution, je cite, « en feuilleton dans le Figaro ». Ces prises de contact pour un livre encore si peu abouti apparaissent comme des ballons d'essai, une manière de tester la viabilité du projet, ou peut-être simplement sa faisabilité. Proust est toujours en quête d'une forme à donner à ses écrits qui cristallisent. La périodicité de la publication en feuilleton privilégie la composition fragmentaire qui coïncide bien avec sa façon d'écrire et de travailler. Proust tient à cette idée d'une publication suivie dans la presse. Le début du séjour au bord de la mer, des 75 feuillets, posait déjà une pierre d'attente. Je vous le donne. La question de savoir si, en voyage, on doit faire ou non de nouvelles relations, question qui vient de se poser, je suppose, un grand nombre de fois pour tous nos lecteurs pendant les mois qui viennent de s'écouler, est en réalité résolue par la meilleure portion de l'humanité dans un sens qui me semble déplorable parce qu'il est destructeur de la sincérité et de la vie. Proust, vous le voyez, dès les 75 feuillets, envisage déjà une publication en feuilleton.
Christophe Prado l'a souligné ce matin, c'est aussi une manière pour l'écrivain d'accompagner son lecteur, de tisser un lien différent que le livre, en quelque sorte, ne permet pas, ou permet différemment. Et c'est aussi jouer sur la réception du texte, sur son statut littéraire, puisque le feuilleton aurait sans doute renforcé la nature autobiographique de ces textes, qui auraient ainsi pu rappeler sur la lecture, parue en juin 1905 dans la Renaissance latine, ou plus récemment, Impression de route en automobile, parue en novembre 1907 dans le Figaro, même si Proust insiste, vous l'avez vu, enfin vous le voyez encore là, même si Proust insiste pour désigner ces pages comme, je cite, la partie roman de son essai. S'adresser à Alfred Valette, à Geneviève Strauss ou à Gaston Calmette pour le Figaro, c'est apprécier la manière dont le geste serait perçu. Ces demandes sans lendemain nous intéressent car elles nous renseignent sur le dialogue dissimulé que Proust établit avec un éditeur pour réfléchir à la construction de son œuvre en fonction du médium qui s'offre à lui. 3 ans plus tard, 1912, Proust ne songe plus au feuilleton et cherche simplement à placer le temps perdu. En octobre, nous le savons, il soumet sa dactylographie à Fasquelle, dont il espère l'agrément grâce à l'intercession de ses amis, et notamment de Gaston Calmette et Louis de Robert. Mais il envoie aussi, au début du mois de novembre, une seconde dactylographie à la Nouvelle Revue Française. Ces 2 envois ne répondent pas à la même logique. Fasquelle est un éditeur commercial, successeur de Charpentier, et connu pour avoir publié Maupassant et Flaubert, mais aussi Maeterlinck et Jarry. Quand la Nouvelle Revue Française, cela a déjà été bien dit aujourd'hui, venait tout récemment d'ouvrir un comptoir d'édition, soucieux de se démarquer par son caractère littéraire et élitiste. Proust songe, on le voit avec ces 2 entreprises, à s'inscrire tout à la fois dans la tradition du roman de la seconde moitié du XIXe siècle, avec Fasquelle, tout autant que participer à une aventure éditoriale en franche rupture avec la tradition. Entre 2 éditeurs, entre 2 siècles, Proust tire toutes les ficelles. À la suite de ces 2 refus, et en janvier 1913, Proust se tourne vers Ollendorff, un éditeur de romans populaires qui les conduira de la même manière. On retrouve, là encore, à la manière de la publication en feuilleton, le souci qu'a l'écrivain de toucher, par cet éditeur, un public plus large, point qui importera toujours à Proust. Ces 3 éditeurs, nous le savons, refusent, objectant peu ou prou la profusion du livre. Il est toutefois possible qu'une autre raison soit à chercher ailleurs et qu'une forme de censure ou de réserve ait aussi pu opérer, tant Proust attira l'attention de ces possibles éditeurs sur, je cite, le caractère impudique, obscène, choquant et impubliable, ou bien encore, je cite, indécent, et beaucoup plus indécent même que ce qu'on a l'habitude de publier. Si bien que les éditeurs craignent peut-être les retombées de cette publication. Son insistance semble avoir quelque chose de dissuasif. Il concède d'ailleurs à Fasquelle, je cite, je cite, mais vous ne l'avez pas. Je cite. Si je suis obligé d'entrer à cet égard dans quelques explications, c'est que ne vous envoyant que le manuscrit de mon premier volume, qui est, sauf quelques rares passages, très chaste, je ne voudrais pas vous tromper sur le reste, ni non plus qu'une fois le premier volume paru, vous ne veuilliez plus publier les 2 derniers. Avant de lui réécrire le même jour, à propos d'extraits qu'il compte publier dans la presse avant la parution du roman, et dont certains de ses amis, nous dit Proust, pourraient rendre compte, je cite, « d'autant plus que ces fragments, étant fort décents, cela leur sera peut-être plus facile que de parler du livre lui-même, qui ne le sera pas du tout. » Lorsqu'en février, Proust sollicite sur les conseils à nouveau de Louis de Robert, Bernard Grasset, en lui proposant de publier son livre à ses frais, payant l'édition et la publicité, il se garde bien alors d'évoquer le caractère indécent de la suite. Vient ensuite
le troisième moment, le moment NRF, le plus important, mais aussi le plus humain, car se nouent des relations d'amitié, certes à distance, mais sincères, notamment avec Gaston Gaïmard et Jacques Rivière. Ce moment est abondamment documenté par les 2 volumes de correspondance de Proust et Rivière, publiés par Philippe Kolb, puis de Proust et Gaïmard, publiés par Pascal Fouché. Il est aussi documenté par des publications récentes dans le bulletin d'information proustienne ou dans un récent numéro de la Revue des Sociétés des lecteurs de Jean Paulhan, revue intitulée Jean Paulhan et ses environs. Le changement de maison d'édition, à partir de 1916, marque déjà une évolution pour Proust. Il a pris conscience qu'il a changé d'envergure, que son œuvre est appelée à marquer son époque et ses contemporains. Rejoindre la NRF, c'est changer de perspective. C'est aussi changer de statut, comme on va le voir au fil des lettres. On l'évoquait ce matin, à la suite de l'intervention de Gisèle Sapiro, Proust met plus que jamais, désormais, les mains dans le métier. Proust se professionnalise en quelque sorte, s'impose comme son propre agent, qui négocie pied à pied avec Gaïmard ses avances et n'hésite jamais à parler d'argent. La NRF est en effet, d'abord et avant tout, une revue et une maison d'édition formée par un petit groupe d'écrivains déjà confirmés et sensiblement contemporains de Proust. Il y a à l'évidence une évolution importante sur ce point, car l'éditeur devient pour Proust désormais un interlocuteur. Il est frappant de remarquer qu'au moment de la cristallisation de Contre Sainte-Beuve, Proust, nous l'avons évoqué ce matin avec François Proust, trouve comme interlocuteur une poignée de proches à qui il expose ses idées. Georges Deloris, Geneviève Strauss, Louis d'Albufera ou bien encore Reynaldo Hahn. Lorsqu'il s'adresse à Gaston Calmette, directeur du Figaro, c'est souvent à titre intéressé pour que ce dernier intercède en sa faveur auprès de Fasquelle, par exemple. Ce sont à présent, à la NRF, des confrères, des hommes que Proust ne connaît encore que de nom et qui ne feraient pas dans le même milieu mondain. C'est avec Jacques Rivière que Proust entre d'abord à la NRF. Il lui adresse en effet un courrier qui ne nous est pas parvenu pour dire au romancier son admiration à propos de Du côté de chez Swann. La réponse de Proust, fort connue, loue ses qualités de lecture et le remercie d'avoir identifié le caractère dogmatique et construit de son œuvre. C'est bien Rivière qui obtient la publication dans la NRF en juin 1914 d'extraits de ce qui s'appelle encore Le côté de Guermantes, mais qui deviendra À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Si le rapprochement entre Proust et Gaston Gaïmard n'est pas des mieux documenté, il paraît assez évident que c'est à Rivière et à André Gide qu'on le doit notamment. Ce transfert, survenu au cours du printemps de 1916, a tous les aspects de la rencontre de 2 amants. 2 amants qui hésitent à renoncer à leur partenaire pour faire le grand saut. Gaïmard sait qu'accueillir Proust au sein de sa maison risque de froisser des susceptibilités et de modifier des équilibres. Proust sait aussi se faire désirer à sa manière. Gaïmard écrit ainsi à Gide le 5 avril 1916 « Bibesco m'a parlé de Proust qu'il venait de voir. Je n'y comprends rien. D'après ce qu'il m'a dit, il semblerait qu'il faut insister encore. Je suis prêt à le faire. Pourtant, paraît-il, Grasset aurait déjà remis une partie des premières épreuves. Enfin, il me conseille de demander à nouveau à Proust ses pastiches. » Proust, de son côté, se sent redevable à Grasset de l'avoir édité, fût-ce à compte d'auteur, et craint de se retrouver gros-jean comme devant en le quittant. C'est donc, je vous donne un extrait d'une lettre à Gaston Gaïmard. « Je vous ai dit qu'un devoir de délicatesse m'attachait à mon éditeur. Cependant, je crois avoir assez à me plaindre de lui pour que le devoir ne soit pas ce qu'il serait envers quelqu'un comme vous. Malgré cela, je ne voudrais pas le quitter sans son consentement. Mais le consentement de le quitter, que je ne voudrais même pas lui demander s'il était vous, que, même étant lui,
Je ne voulais pas lui demander. Je le lui demanderai maintenant, sans hésiter, si vraiment cela peut vous ennuyer que mon livre ne paraisse pas chez vous. Proust en profite alors pour remettre sur la table la question de l'indécence des prochains volumes, et notamment de Sodome et Gomorrhe, dont il a désormais le titre, et prévient son interlocuteur, comme il le fit avec les premiers éditeurs sollicités pour Du côté de chez Swann. Il lui explique alors son dilemme. « Or, une fois que j'aurai quitté Grasset, si au dernier moment vous refusez de me publier, ou me demandiez des changements que je ne pourrais pas faire, je ne pourrai plus retourner chez lui. Il faudra chercher un éditeur, revenir à Fasquelle. En un mot, cher ami, si je me sens plus de devoir envers vous qu'envers Grasset, je me sens, ne croyez pas que je dis cela par prétention, plus de devoir envers mon œuvre qu'envers vous. Je lui ai assuré un asile, je veux bien essayer de le quitter, mais veux être hors de tout doute d'abord que le vôtre ne risquera pas ensuite de lui faire défaut, et que mon manuscrit ne sera pas obligé d'errer, conduit par moi ou par un autre, si je ne suis plus là, sans trouver, comme le Fils de l'homme, d'oreiller où reposer sa tête. Ce Fils de l'homme, tiré ici de l'évangile de Matthieu, devient cet enfant dont le sort dépasse les enjeux. Proust jouera beaucoup de cette séparation d'avec Grasset, qu'il arrangeait malgré tout, car la maison d'édition était menacée par la mobilisation de l'éditeur, Bernard Grasset, pour mettre la NRF et Gaston Gaïmard notamment, au début de leur collaboration, sous pression, faisant planer en permanence l'ombre portée de la concurrence. Certes, Proust semble sincèrement avoir besoin d'être rassuré par Gaïmard lorsqu'il lui propose de rejoindre la NRF et d'y craindre d'être lâché au dernier moment. Mais il ressort cette menace à des moments cruciaux de la fabrication du livre, lorsqu'il lui semble que les choses n'avancent pas comme il le souhaiterait. À la fin de 1916, et tandis que Gaïmard s'est retiré en Suisse en raison d'une dépression nerveuse qui le ronge, Proust le rudoie, sans doute maladroitement, dans une lettre qui ne nous est pas parvenue, et récupère au même moment, dans les locaux de la rue Madame, la totalité des épreuves des jeunes filles. Il lui écrit alors une lettre pour apaiser les choses. « Je suis navré et je suis bien maladroit. Tout mon désir était que vous oubliiez pendant quelque temps que j'avais fait un livre. Tel que ce livre, je disais il y a quelques jours à Copeau que si cela devait vous décharger d'une fatigue et d'un souci, je le rendrais à Grasset. Et naturellement, puisque c'était déjà antérieurement convenu, je n'aurais retiré que si vous l'aviez souhaité. Inutile de vous dire que la demande que j'ai faite l'autre jour de mes épreuves ne se rattache en rien à cela. » Près d'un an plus tard, alors que le processus de fabrication des jeunes filles est bien engagé, la menace plane encore. Cette fois, les griefs de Proust portent sur le travail de l'imprimeur, la semeuse, qui compose à partir de pages manuscrites et de placards que Grasset avait imprimés en 1914. Il est question alors, pour Gaïmard, de racheter les volumes restants de Du côté de chez Swann à Grasset. Votre imprimeur lit mon écriture d'une façon confondante. En revanche, quand il a affaire à l'imprimé de Grasset, il change, il saute des mots, des phrases. Les caractères ne seront pas aussi fins que sur les épreuves, n'est-ce pas ? Car ce serait illisible. Je suis à vos ordres pour Grasset. Néanmoins, étant donné que je suis en ce moment vis-à-vis de lui, comme vous savez, dans une position assez mal définie, et qu'il ne cherche qu'un prétexte pour modifier, je crois qu'il vaudrait mieux ne pas lui en donner la facilité en me faisant écrire. La tournure est habile et la menace est lointaine, mais la menace est bien là. Il n'est pas dit que la conclusion de cette même lettre lève l'ambiguïté. Non, c'est pas ça, pardon. Quant à Grasset, plus j'y pense, plus mon idée, à laquelle je suis tout à fait prêt à renoncer, me semble avantageuse. Dès que vous allez être parti, je serai livré à ces sollicitations, soyez-en sûrs. Mais bien entendu, je n'y céderai pas.
Mais en lui écrivant « vous, éditeur » et « éditeur respecté de lui », vous coupez les ponts. Gaston Gallimard, semble ne pas avoir toujours apprécié cette menace et le fait savoir à Proust dans une lettre de 1917 qui ne nous est pas parvenue. Proust y répond et tâche de dissiper l'agacement de son éditeur. Il est bien possible que cette lettre soit légèrement postérieure à celle que nous venons de lire. Je ne vous écris qu'un mot pour vous dire que vous avez mal interprété ma lettre. Si vous avez vu une velléité de me retirer, l'amorce d'un schisme. Non, mon cher ami, mon livre est à vous comme moi-même. Si vous n'êtes tout de même pas tranquille, vous pouvez faire préparer un traité me réclamant de fort dommages intérêts si j'allais ailleurs. Le traité ne sera pas signé, mais Proust cessera les menaces. Il multiplie même alors les signes de fidélité. Quelques mois plus tard, il écrit « Ensuite, j'adore la NRF. Je lui suis infiniment reconnaissant de son amitié. Ma fidélité est absolue. Cocteau m'a demandé un ouvrage pour la sirène et j'ai résisté à la voix de cette sirène. » Ou bien dans une autre lettre, « Ne croyez pas que je sois moins NRFiste dans l'âme. Je vous ai dit dans ma dernière lettre que j'étais resté sourd au plus captieux de la sirène de Cocteau qui publie en ce moment de très jolis livres. Et pour les pastiches, à combien d'éditeurs ne les avais-je pas refusés ? Cette fidélité ne sera pas sans accroc, notamment lorsque Proust décida de publier des versions abrégées de 2 tomes de son roman dans les œuvres libres, une revue mensuelle destinée au grand public. Ces versions réduites de Sodome et Gomorrhe 2 et de La prisonnière, respectivement de 150 pages pour le premier volume intitulé « Jalousie », publié le 1er novembre 1921, et de 127 pages pour le second, « Précaution inutile », publié le 1er février 1923, sont d'ailleurs présentés par leur éditeur, Artem Fayard, comme des romans inédits et complets. Gallimard, comme Rivière, ne masqueront pas alors leur mécontentement et leur déception. Si la menace de quitter la NRF disparaît donc en 1918, les griefs restent là car Proust se montre infiniment soucieux de chaque étape de la fabrication du livre, de la publication jusqu'à sa publicité en passant par sa rémunération. Il surveille tout et se trouve être malaisément satisfait. Il envoie à Jacques Rivière des coupures de journaux relatives à la parution de ses volumes pour que celui-ci en fasse la publicité dans la NRF. Il se plaint que trop peu d'écho ne soit fait à ses livres et se plaint aussi abondamment de la composition du livre et notamment de la taille des caractères. Je suis désolé que « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » soit si fin. Vous m'aviez dit « aussi gros que Swann », que je trouvais déjà fin. C'est un numéro au-dessous. Comme l'ouvrage a près de 100 pages de moins que Swann, il était si facile de mettre à la place le même nombre de pages et des caractères aussi gros. Passons sur ma déception personnelle, car j'attendais ce livre comme un enfant, un cadeau de Noël dans un soulier, et je ne pourrais en lire une page, même avec des lunettes, je ne distingue rien. Sans doute, des jeunes gens à bons yeux pourront le lire, car il ne faut rien exagérer, c'est trop fin, c'est rebutant, mais pour des yeux qu'hélas je n'ai plus, c'est certainement... J'ai dû faire une coquille, hein, c'est illisible, certainement illisible. Mais enfin, un livre ne doit pas offrir d'abord cette première condition de ne pouvoir être lu que par des gens ayant une vue excellente. Proust prend peut-être la plume un peu facilement, puisque quelques jours plus tard, 2 jours plus tard, il écrit au même Gallimard « Mais enfin, à l'ombre des jeunes filles en fleurs n'est pas, paraît-il, je ne peux pas juger par mes yeux, l'indéchiffrable grimoire que je croyais. J'ai prêté mon exemplaire à un ami, tout jeune il est vrai, et pourvu de bons yeux, et il a lu tout, les 400 pages sans fatigue. » C'est Proust qui souligne « sans fatigue ». J'avoue que je serais un jour curieux de savoir si la semeuse, donc l'imprimeur, s'est amusée à ajouter des fautes au moment d'imprimer, ou si ce sont des étourderies de moi dues à ne pas avoir eu de secondes épreuves. On le voit,
Le reproche n'est jamais loin, tout comme d'ailleurs la mauvaise foi. Au moment de la sortie des jeunes filles, Proust se plaint auprès de Gaïmard du fait que du côté de chez Swann soit épuisé, manquant ainsi un nombre important de ventes, comptant sur la vente du diptyque. Or, la mise en vente du deuxième volume aurait donné à beaucoup de gens l'idée d'acheter le premier. Cela aurait pu en faire vendre plusieurs milliers. Déjà, les demandes restant sans résultat aussi bien à la NRF que chez Grasset, les gens lisent le premier Swann en se passant de main en main le même exemplaire. Comme il s'agit de gens très riches et qui l'eussent acheté avec plaisir, il est absurde qu'un même volume serve pour 15 personnes au lieu qu'on achète 15 exemplaires. Je peux vous citer un exemplaire qui a circulé successivement d'Étienne de Beaumont à la princesse de Chimay, de celle-ci à Madame Thomas, de Madame Thomas à Mademoiselle Dicconne, de Mademoiselle Dicconne à la marquise de Polignac, qui a promis de le prêter à une amie de Beaumont, dont je ne peux en ce moment me rappeler le nom, cependant que l'attend le ministre de Grèce à Bucarest. Proust semble tenir le coupable idéal en la personne de Berthe Lemarié, secrétaire de la NRF et ami du couple Gaïmard. Gaston, lui, a confié en effet à 3 reprises la charge de le remplacer lors de ses absences, en raison de sa dépression d'abord, puis à l'occasion de 2 longs voyages qu'il fit aux États-Unis pour accompagner la troupe du Vieux Colombier qui venait d'être créée et dont s'occupait alors Jacques Copeau. Berthe Lemarié s'impose de fait alors comme l'interlocutrice directe de Proust, notamment entre novembre 1917 et mai 1918, donc pendant un peu plus de 6 mois, puis entre juillet 1918 et mars 1919, c'est-à-dire un peu moins d'1 an, 9 mois. Proust la tient responsable de la plupart des problèmes qu'il rencontre, et notamment des fameux problèmes de taille de caractère et des problèmes de stock du côté de chez Swann. Il ne manque pas une occasion de s'en plaindre auprès de Gaston Gaïmard, tout en soulignant, évidemment, sans cesse, ses qualités innombrables et l'étendue de toutes ses bontés. Mais Proust ne semble pas vraiment obtenir gain de cause. À la fin d'une lettre récemment retrouvée, Proust sous-entend que la NRF périclite en l'absence de son patron outre-Atlantique. Et fait singulier, Proust commence cette lettre par un post-scriptum entièrement souligné, je cite, « Lettre indispensable à lire jusqu'à la fin concernant non pas moi, mais les absurdes bruits qui courent sur la fermeture de la NRF, absurdes, mais que vous avez intérêt à connaître. Tendresse, Marcel. » Puis commence la lettre. À la lecture de cette fin, il est permis de penser que ces tendresses de Marcel n'aillent pas sans une certaine perfidie. Voici la fin de la lettre. Mais cette lettre presque finie, c'est une très longue lettre, de 20 pages, je crois. Mais cette lettre presque finie, je suis allé tout à l'heure à une petite fête chez la princesse Murat. Fête où il y avait des artistes, surtout. Comme on parlait de la sirène et que quelqu'un parlait de la NRF, des gens ignorants ou ennemis ont répondu « Mais la NRF n'existe plus ». Gaïmard a renoncé à sa maison d'édition. Il a préféré la carrière de directeur de théâtre en Amérique. Il n'y a plus à la NRF qu'une dame qui vient quelques heures, 1 heure à la NRF, et a pour mission d'écouler, pour quelques semaines encore, ce qui peut rester en magasin. Heureusement que j'ai entendu. Et je n'ai pas besoin de vous dire avec quelle violence je me suis élevé contre ces absurdités. J'ai pensé en rentrant, j'ai tort. Même en le faisant dans le sens altruiste de me placer à mon point de vue et de conseiller à Gaïmard de rester en Amérique. S'il n'y a vraiment que Madame Lemarié à la NRF, ce que j'ignore, je n'y suis jamais allé, on n'aura pas l'impression que cela continue. Par cela, j'entends la NRF, nullement Swann. Ceci dit, sans porter atteinte à l'admirable bonne volonté de Madame Lemarié.
Ces pages font sourire et renseignent aussi sur l'exigence qui est celle de l'écrivain quand il est question de son œuvre. S'y dessine en effet, en creux, le portrait d'un homme parfois irritable, méfiant, qui apparaît sous des traits bien différents de ceux qu'il présente dans le reste de sa correspondance, même s'il a l'art évident des formules contournées et parfois paradoxales. Il le confesse d'ailleurs lui-même. « J'espère qu'un jour, vous connaîtrez un moi-même plus semblable à ce que je suis réellement et que les ennuis d'imprimeur n'interposeront pas toujours une glace déformante. » Mais si l'homme Proust révèle dans ses lettres certaines faiblesses, il fait aussi montre d'une grande générosité. On entend, notamment dans ses échanges avec Jacques Rivière, je cite Luc Fraisse, « un lyrisme d'amitié qui s'exprime d'homme à homme, par-delà toute idée de coterie. » Rivière apparaît en effet comme un interlocuteur de choix que Proust écoute et qu'il sollicite fréquemment. Il décrit d'ailleurs Rivière comme l'un de ses amis, je cite, qu'il place au plus haut de son estime intellectuelle et morale, dans une lettre à Gauthier Vignal. C'est une profonde et sincère relation d'amitié qui s'établit entre les deux hommes. Proust proposera à plusieurs reprises d'aider financièrement Rivière, notamment au moment de la naissance de sa fille. Rivière fut, en effet, l'un des premiers et des meilleurs lecteurs de Proust. Il contribua largement à la reconnaissance de son œuvre par les conférences qu'il donna, on parle de Rivière, pas de Proust, donc par les conférences qu'il donna et qu'il réunit sous le titre « Quelques progrès dans l'étude du cœur humain », mais aussi par les articles qu'il lui consacra, notamment Proust et la tradition critique, Marcel Proust et l'esprit positif, ainsi que ses articles dans la NRF à propos de l'obtention du prix Goncourt ou lors de la sortie du côté de Guermantes 1. Mais il faut sans doute retenir ici le très bel article qu'il fit paraître le 1er septembre 1920 dans la NRF en réponse à un article virulent de Pierre Lasserre, éreintant à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet article, intitulé « Monsieur Pierre Lasserre contre Marcel Proust », est une réponse fidèle et pied à pied à la critique de Lasserre. Rivière fait surtout l'amitié à Proust de lui servir de porte-voix, car en effet, c'est bien Proust qui rédige le canevas de cette réponse dans une lettre détaillée qu'il lui adresse le 25 ou le 26 juillet 1920. C'est peut-être plus d'une relation d'écrivain à écrivain qui se dessine ici. Rivière, ne cachant pas son admiration à son aîné, il lui écrit ainsi en 1919 « Combien de fois j'ai ouvert Swann ou les jeunes filles au hasard pour en lire une page ou deux avant de me mettre moi-même à écrire. » Rivière a appris à connaître et à travailler avec Proust et ne se laisse pas impressionner par lui. Il rassure d'ailleurs le jeune Jean Paulhan, qui vient tout juste de rejoindre la NRF en qualité de secrétaire, quand celui-ci s'inquiète de l'état dans lequel il a trouvé Proust lors de sa première rencontre. Voici ce que lui dit Rivière. « L'état d'esprit où vous me dites qu'est Proust en ce moment me fait de la peine, mais ne m'inquiète pas outre mesure car il est à peu près chronique. Si vous voyez Proust plus souvent, vous y serez habitué. » Les éditeurs que Proust a su trouver à la NRF sont précisément des hommes qui eurent la patience de s'habituer à lui et de comprendre que son œuvre passait par-dessus tout. Je vous remercie. Merci Mathieu. Je crois que tu peux t'asseoir, sauf si tu préfères rester au pupitre. Les micros fonctionnent. Donc, merci beaucoup pour cette série de portraits qui sont plus que des portraits puisqu'ils modulent toute une série de relations qui ont aussi un caractère plus général. J'ai été frappé dans tous les propos rapportés, les lettres,
que tu cites de l'omniprésence d'un vocabulaire de la passion amoureuse ou de la relation matrimoniale, donc la fidélité, qui en fait n'est pas spécifique évidemment en relation de Proust avec ses éditeurs. Hein. C'est quelque chose qui est plus large, qu'on rencontre chez de nombreux écrivains et probablement même d'ailleurs encore aujourd'hui, même si la relation a considérablement évolué, ne serait-ce que, enfin, c'est quelque chose qui est documenté notamment par le grand nombre d'ouvrages qui ont été publiés ces dernières années par des écrivains faisant le portrait de leur éditeur, hein, avec le portrait de Lindon par Echenoz, plusieurs portraits de Pontalis, ce qu'on ne trouve pas dans la génération, dans la génération de Proust. Mais je voudrais commencer par... C'est l'inverse. Enfin, c'est oui, l'éditeur qui... c'est ça. Ouais. Et c'est d'ailleurs un phénomène intéressant, enfin, parce que c'est vraiment pas des textes isolés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une veine comme ça depuis une vingtaine d'années. Oui, je voulais commencer par une anecdote qui est racontée par Alban Cerisier dans son histoire de la NRF, enfin, une histoire de la NRF. Alban Cerisier, c'est l'archiviste des éditions en chef des éditions Gallimard. Et il remarque que dans les archives de la maison d'édition, les archives remontant aux années 30, il y a 2-3 annonces matrimoniales qui ont été conservées parce qu'elles comportent une exigence assez étonnante, c'est culture générale NRF. Ce qui, évidemment, est merveilleusement instructif pour les sociologues de la littérature, même si, évidemment, ça demande une enquête pour savoir. Mais voilà. Quelle est la place de Proust dans cette culture générale NRF? Cela reste à évaluer. Mais l'autre anecdote que je voudrais convoquer avant de te poser une question, c'est la NRF, on la rejoint, mais aussi on la quitte parfois, et souvent non sans drame. Et l'un des exemples les plus spectaculaires, c'est le départ dans les années 30 de Jules Romain, qui est un écrivain extrêmement rentable pour un éditeur. Et donc c'est un drame pour la maison d'édition lorsqu'il veut partir. Gaston Gallimard écrit à Apollon en disant que ce n'est pas possible, qu'un tel divorce est absolument inenvisageable. Et Apollon répond à Gaston Gallimard en disant « Je crois bien qu'on sera obligé de se faire à l'idée parce qu'il veut un succès de peuple pour son nouveau livre, c'est-à-dire Les hommes de bonne volonté, qui de fait va avoir un succès de peuple, mais qu'il ne peut pas envisager c'est une entreprise qu'il ne peut pas envisager de mener dans le cadre de la NRF. Donc on se situe après la mort de Proust, à un moment où la NRF évidemment n'a pas tout à fait la même importance dans le champ qu'au moment où Proust rejoint la NRF, mais ça dit quelque chose quand même du caractère, disons, élitiste, hein, de la maison qu'il rejoint. Et la question que je voulais te poser, c'est... Juste, excuse-moi, ça consonne avec la publication séparée qu'il fait dans les œuvres libres. Absolument, qui a à diffusion beaucoup plus large, mais même sous un format plus lisible. Hein, Oui, absolument, oui. Parce qu'avant que Un amour de Swann soit publié en 1930 comme volume indépendant, ce sont quand même les premiers petits livres que Proust publie lui-même. Oui. Et donc la question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu perçois dans les différentes tentatives que fait Proust lorsqu'il cherche à trouver un éditeur pour son roman, de la coexistence d'éditeurs qui sont situés si différemment dans le champ. Entre Ollendorff, la NRF, est-ce que c'est une forme d'indifférence? Comment est-ce que tu perçois ça? L'hypothèse que j'avançais, c'était que il était tiraillé par des perspectives. Enfin, il peut être tiraillé par des perspectives différentes. Ollendorff lui offre la possibilité d'une diffusion plus large, un public moins choisi. La NRF a le côté prestigieux et Fasquelle, c'est l'éditeur historique des romans, enfin celui qui reprend des romans du 19e,
Donc il y a une manière de s'inscrire aussi dans une tradition. Donc j'ai l'impression que c'est aussi une manière pour lui de ne pas trancher ou de laisser le sort trancher à sa place en s'orientant vers des perspectives et des lecteurs très différents. Alors, l'autre question, c'est disons, le cas spécifique de Rivière. Parce que, de fait, Proust va avoir plusieurs interlocuteurs, plusieurs éditeurs. Avec Rivière se noue une relation assez singulière, dont je ne suis pas certain qu'il y ait l'équivalent dans la littérature de l'époque. Et je voudrais... alors c'est plus une remarque, mais c'est une remarque que tu peux interpréter comme une question, probablement. C'est lorsque... Je ne me rappelle plus le texte exact de la réponse de Proust à cette lettre de Rivière, qui est la première et que nous ignorons. Il dit quelque chose comme quelle chance pour moi de trouver un lecteur qui comprend que mon livre est une construction dogmatique et quelle chance pour moi que ce lecteur ce soit vous. Et c'est un point qui me semble, qu'on souligne pas souvent, je pense. Enfin, ça a été souligné évidemment, mais je pense faut le dire souvent, c'est que je pense pas que ce soit une flatterie, parce que de fait c'est une chance. Et il en est conscient, parce que c'est une Rivière, en fait, aujourd'hui il y a un inversement de perspective qui fait qu'on a le sentiment que Proust est une personnalité beaucoup plus importante, mais Rivière est en fait plus célèbre que lui. Lorsque en 1913-1914, et c'est vraiment une autorité critique absolument considérable. Donc je pense qu'il perçoit l'intelligence critique de Rivière, mais également en fait la capacité que celui-ci peut, sa capacité à accompagner le succès d'un livre, et à faire le succès d'un livre. Oui, et ce malgré son âge, parce que oui, il est très jeune, oui. Mais a une position très forte, puisqu'il est encore que secrétaire de la NRF, mais Copeau est partant. Enfin, Oui, mais il a une position très forte à la NRF, mais aussi dans le champ littéraire. Enfin, c'est une autorité comparable, toute chose étant égale par ailleurs, à celle d'un critique cinématographique comme Bazin dans les années 50. Enfin, c'est quelqu'un qui a une autorité considérable. Voilà. Et je pense que l'inversion, le fait de voir cette relation à distance de temps fait qu'on n'a pas toujours conscience de cette stature, de ces deux statures. Voilà, bon, c'était plus une remarque, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?